que cheiro de silêncio nos deixaste. Que forma tão estranha de viver. Oh, vós que ardes na sombra espinhaste, lenço acenando em cada entardecer. Ao anjo português, branca tormenta que os fados te embalou, rezaste o terço e as barcas carregadas de pimenta por ti se tornariam nosso berço. As mães em ti cantavam docemente, doridas pela chama da amargura. Au milieu d'une place de Lisboa, il y a un arbre que l'on appelle cyprès lusitanien. Ses branches, au lieu de pointer vers le ciel, partent vers l'extérieur, à l'horizontale. Une bonne centaine de personnes pourraient s'y abriter. Il faisait chaud pour une fin de mois de mai. D'ici une semaine ou deux, l'Afrique qui s'étend, si j'ose dire, sur l'autre rive du Tage, ferait sentir sa présence lointaine mais palpable. Une vieille femme était assise sur un banc. Son immobilité ostentatoire était du genre à attirer l'attention. Elle se leva soudain et s'approcha de moi. Je reconnus sa démarche, la démarche de qui se réjouit d'arriver. C'était ma mère. Je rêve parfois que je dois prévenir mes parents que j'aurai du retard, mais je ne trouve jamais leur numéro de téléphone, bien que j'en essaie plusieurs à la suite. Et dans la réalité, j'ai en effet oublié le numéro de l'appartement où mes parents ont vécu 20 ans. Mes parents sont morts. Mon père il y a 25 ans, et ma mère 10 ans après lui. Sur la place, elle me prit le bras, et d'un commun accord, nous allâmes nous asseoir un peu plus loin. Viens. Il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier, John. Tu oublies trop de choses. La chose dont tu dois te souvenir est celle-ci. Les morts ne restent pas là où on les enterre. Les morts, à supposer qu'ils soient morts, peuvent choisir où aller sur Terre, à condition qu'ils veuillent rester sur Terre. Tu veux dire qu'ils retournent à l'endroit où ils ont été le plus heureux durant leur vie? Tu crois avoir réponse à tout? Tu l'as toujours cru. Bon alors, comment les morts choisissent-ils où aller? J'ai choisi Lisboa. Tu étais déjà venu ici avant? Non, je n'étais encore jamais venue ici. Depuis combien de temps es-tu à Lisbonne? Tu ne te souviens pas? Je t'avais dit que ce serait comme ça, au-delà des jours et des mois et des siècles, au-delà du temps. Quand je suis arrivée à Lisboa, je suis descendue par l'ascenseur de Santa Justa. Je ne l'ai jamais pris pour monter, tu comprends? Je suis descendue avec. Nous le faisons tous. J'y ai vu une centaine d'entre nous. Il ne peut accueillir que 40 personnes. Nous ne pesons rien. Durant les jours qui suivirent, elle resta cachée. Je me promenais dans la ville à observer, à dessiner, à écrire. Je ne la cherchais pas. Lisboa entretient un rapport avec le monde visible qu'aucune autre ville ne partage. Elle joue un jeu. Ses murs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont tapissés des fameux azulejos. Ces carreaux de faïence exhibent tout ce qu'il y a de fabuleux à voir dans le monde. Un singe qui joue du pipeau, des saints qui prient,
Des pies en plein vol, des amants enlacés, une murène tachetée comme un léopard. La céramique blanche craquelée vient souligner le fait que ces surfaces cachent quelque chose. Et que ce qu'elles cachent demeurera invisible et enfoui à jamais. Entre les escaliers, les belvédères et les lessives suspendues du quartier de l'Alfama, je me perdis plusieurs fois. De temps en temps, cependant, un détail me faisait penser à elle. Un détail à peine entrevu. La rencontre suivante eut lieu par un matin ensoleillé. Les trams du centre de Licheboa sont de couleur jaune citron. Ils sont aussi exigus que des petits bateaux de pêche. J'avais pris le 28 depuis Praceres, plaisir, c'est le nom d'un vieux cimetière. Et c'est en traversant le Bairro Alto que je revis ma mère. Elle s'aplatit contre un mur pour laisser passer le tram. Mais elle me repéra. Et au virage suivant, elle vint se poster près de moi et glisser son bras sous le mien. C'était bien le 194 que nous prenions tous les mercredis, de Croydon Est à Croydon Sud et retour. Oui, c'était le 194. D'abord, nous faisions nos courses au marché de Surrey Street, et puis nous allions au Davis Picture Palace, où il y avait un orgue électrique qui changeait de couleur quand on en jouait. Je connaissais l'homme qui en jouait. Je lui achetais du céleri au marché. J'ai toujours placé la vie au-dessus de l'écriture. Ne te vante pas. C'est vrai. Alors ne le relève pas. En supposant que je ne comprenne pas ce que j'écris. D'autres comprendront. Le saumon était le plat préféré de papa, non? Oui, mais depuis sa mort, il préfère l'espadon. Sais-tu quel fut l'objet le plus merveilleux de mon enfance? Tu vas forcément te tromper. Oh, veux-tu savoir, oui ou non, quel fut l'objet le plus merveilleux de mon enfance? Dis-le-moi. Ton baromètre. Je t'observais à chaque fois que tu l'époussetais et que tu le polissais. Tu le tapotais. Mais pas une fois, hein. 3, 4, 6 fois. Et alors je voyais se dessiner un sourire sur ton visage. Et je savais que tu avais changé le cours des choses. Tu croyais que je faisais la pluie et le beau temps? C'est ce que je croyais. Je contrôlais pas mal de choses, c'est vrai. Mais toi, je t'ai laissé tranquille dès le début. Je me sentais seul. À ma grande surprise, mon fils, tu étais libre. J'avais peur de tout. Tout m'effrayait. Et ça reste vrai aujourd'hui. On est soit sans peur, soit sans entrave, c'est-à-dire libre.
On ne peut pas être les deux à la fois. Savoir allier les deux est assurément la quête de toute philosophie, maman. Ce n'est pas par la philosophie qu'on y arrive. Parfois, l'espace de quelques instants, on y arrive par l'amour. Tu y es arrivé, toi? Une ou deux fois, oui. Elle ne réapparut plus pendant plusieurs jours. Le vent de l'Atlantique m'amena jusqu'au Campo dos Martires da Patria, une place où furent pendus 12 francs-maçons en 1817. Tandis qu'on leur bandait les yeux, ils priaient pour leur ville. Et cette place demeure étrangement imprégnée de prières. On se faufile entre les prières comme entre les têtes de bétail sur un marché agricole. Les prières des martyrs et les prières de ceux qui viennent ici pour recevoir la bénédiction de l'homme dont on a érigé une statue au centre du rond-point, le docteur José Tomás de Sousa Martins. L'idée me vint d'allumer moi aussi un cierge. Une petite femme arriva derrière moi. Pardon, mille pardons. Je croyais que vous étiez ma mère. Je suis presque assez jeune pour être votre fille. Nos bougies continueront de brûler. Elles feront ce qu'elles peuvent. Alors comme ça, tu es allé voir le docteur Martins. Il nous arrive aussi d'aller le consulter. Et comment vont-ils le consulter, tes amis? Il reçoit pendant ses heures de sommeil. Le docteur Martins est mort il y a plus d'un siècle. Et alors les morts n'ont pas le droit de se reposer? Et de quel mot souffrent-ils, tes amis? Ils souffrent d'un mal qui s'appelle l'espérance. Vous, chez les vivants, vous souffrez de la dépression. Alors tu considères l'espérance comme une maladie? Pour nous, ça peut être fatal. Bon, et alors, on se revoit où? Sur l'aqueduc. L'aqueduc des Aguas Libres. Tu vois, tout est cassé, légèrement cassé, comme ces rebuts que les usines revendent à moitié prix. Tout, ce balcon de la taille d'une chaise de cuisine, cette balançoire d'enfant avec une seule corde attachée à un arbre, la chaîne du chien, là, en bas, est trop courte. Qu'on la change, qu'on l'allonge. Alors, le chien pourra atteindre l'ombre, se coucher
et arrêtez d'aboyer. Qui sait, dans ce vaste monde, ce qui peut arriver. Il suffit d'allonger la chaîne. Tout a commencé par une mort. Je ne comprends pas. La création a commencé par une mort. Le commencement se conçoit plutôt comme une naissance, non? C'est l'erreur habituelle. Et tu es tombé dans le piège. Alors tout a commencé par une mort, dis-tu? Exactement. Et les naissances ont suivi. C'est pourquoi ce sont des naissances. Pour offrir une chance de réparer une partie de ce qui a été abîmé. Dès le commencement, avec la mort. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, mon garçon. Pour réparer. Mais toi, tu n'es pas réellement là, n'est-ce pas? On est tous là. Tous. Toi, les vivants, et puis nous. Nous sommes tous là pour réparer un peu de ce qui a été cassé. Il y a encore une chose. Laquelle? Le désir est inéluctable. On ne peut pas l'arrêter. Pense à un trou sans fond. Pense à rien du tout. À absolument rien du tout. Dedans, il y a déjà un appel. Il n'y a que cet appel nu et hurlant. C'est là que nous touchons à l'éternelle énigme qui consiste à faire quelque chose de rien. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes là, l'un en face de l'autre. Peut-être les 15 ans entiers qui se sont écoulés depuis sa mort. Après la mort d'une mère, le temps double sa cadence. Ça demande du courage d'écrire. Le courage deviendra écrit et est la courtoisie de parler de nous